Et depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions 2025, j'ai le plaisir de recevoir Aurore Daumont. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci, bienvenue. Tu es présidente de Média Figaro et on va te parler en tant que présidente du comité audience de la CPM. Dans quelques jours, la CPM va lancer un nouveau classement, une nouvelle mesure qui va s'appeler Social Index. D'abord, c'est quoi Social Index en quelques mots ? Alors, écoute, si tu me permets, avant de parler de Social Index, qui est un magnifique projet, je voudrais en profiter pour dire à quel point c'est un travail incroyable d'animer ce comité avec tous les départements marketing des régies, avec évidemment la CPM, parce que c'est un travail de fond et c'est aussi un grand travail d'innovation. On a fait des choses sur les PDF, on a fait des choses sur l'attention. On est dans cette quête de renforcer le discours de preuve sur les grandes marques médias. Et donc, on a voulu, à ce titre, mesurer l'audience globale des marques médias sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous avons déjà chacun d'entre nous des chiffres qui sont disponibles, mais pas audités par un tiers certificateur et pas avec la granularité que l'on a maintenant avec plus de 13 indicateurs et 6 qui vont être publiés. L'originalité aussi par rapport à d'autres certifications de la CPM, c'est que là, il y a tout le monde. Il y a la presse, il y a le digital, il y a la télé, il y a finalement toutes les marques possibles, marques de médias français en fait. Tu as raison et au fond ça a été l'heureuse surprise. C'est-à-dire qu'au début on s'est dit qu'on le faisait pour tout, surtout pour nous parce que les marques publishers se sont beaucoup déployées sur les réseaux sociaux. Et très vite, nous nous sommes aperçus que ça intéressait des pure players, des grandes marques de télévision. Et on arrive à fédérer, et c'est ce que l'on veut faire autour de ce tiers de confiance qu'est la CPM, tout l'écosystème, finalement, média. On a plus de 120 marques. Et je suis sûre que ça n'est que le début. Alors c'est un nouveau baromètre. En quoi il va être utile ? Parce que l'idée, c'est d'aller voir des annonceurs, les agences, et de leur démontrer la force de toutes ces marques médias sur le social qui est aujourd'hui essentiel dans les audiences. Oui. Oui, tu as raison. Alors, ce n'est pas un outil de média planning. Je ne crois pas que ce soit un outil non plus de sélection. Je trouve que c'est très bien de montrer la richesse du paysage sur le social avec des indicateurs que l'on n'a pas forcément de manière directe. Je pense aux vidéos vues, je pense au nombre de contenus publiés, je pense au taux d'interaction, au nombre d'interactions. Donc, c'est un outil merveilleux pour mieux comprendre l'énorme engagement qu'il y a entre nos audiences et nos réseaux. C'est un de tes combats, je sais, à la défense du financement des médias français par le marché publicitaire. On a souvent dit que finalement les éditeurs, c'était pas leurs propres audiences sur les réseaux sociaux, puisque finalement elles appartiennent d'abord à ces plateformes en question. Aujourd'hui, on voit qu'avec le social publishing, il y a des nouveaux leviers pour monétiser ces belles audiences que vous avez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que tu es un peu plus optimiste là-dessus ? Alors, moi je pense que les audiences, elles appartiennent à personne. Je crois que nous avons une relation de confiance et d'engagement avec les audiences. C'est ça notre travail. Les audiences, elles s'appartiennent à elles-mêmes avant tout. Donc voilà, nous, notre travail en tant que médias, c'est d'être partout où sont nos audiences, sur les réseaux sociaux comme ailleurs, comme sur nos sites, comme sur nos médias, comme dans nos events. Donc là, c'est d'intéresser les gens. Je suis confiante. J'ai l'impression qu'on ne cesse d'amener des discours de preuve d'engagement, de preuve d'efficacité. Et d'ailleurs, je voudrais aussi saluer le travail des agences médias qui mesurent cet engagement. Aujourd'hui, on sait que quand on publie au sein des comptes des réseaux sociaux, des médias, ce sont des scores d'efficacité qui sont bonifiés de plus de 20%. Donc j'espère qu'avec ces mesures par des tiers certificateurs, cette preuve de l'engagement et de l'efficacité de l'association entre nos marques et les marques annonceurs vont, tu as raison, accélérer nos revenus, quels qu'ils soient d'ailleurs, sur nos sites et sur nos réseaux. La mesure, elle est extrêmement importante. On voit, il y a mesure cross-média qui arrive. D'ailleurs, je crois que le Figaro TV, vous faites partie de ce comité cross-média de médiamétrie. Comment ce social index va pouvoir évoluer puisqu'il faut sans arrêt s'adapter. Il y a toujours des nouvelles plateformes qui arrivent. Vous êtes agile là-dessus ? Oui, alors moi je trouve qu'il y a un travail remarquable de fait. On parle souvent de la difficulté qu'on peut avoir à s'entendre dans les membres d'une même famille. Il y a plus de 20 membres au sein du comité audience. C'est pour ça que nous avons des indicateurs aussi riches, parce qu'il faut satisfaire tout le monde, il faut que ce soit le spectre le plus large. On a la volonté d'étendre les indicateurs. Certains réseaux sont plus compliqués à mesurer.
Donc on va faire rentrer, en tout cas c'est notre objectif, tous les réseaux. Et puis certains indicateurs, quelquefois, nous sont incomplets. Donc nous avons pour vœu et comme mission d'enrichir ces indicateurs avec de nouveaux indicateurs, à chaque fois certifiés par la CPM. Voilà, ce nouveau baromètre avec un nouveau classement à découvrir à partir du 24 juin, Aurore. Regardez, c'est passionnant. Et surtout, ça donne un aperçu incroyable de l'aura de toutes les grandes marques. Merci beaucoup, Aurore. Mais de rien. Et un nouvel invité ici au M Gallery à l'occasion de ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir de recevoir Denis Gaucher, CEO de Kantar Media France. Bonjour Denis. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Tu es un habitué des Cannes Lions. Qu'est-ce que tu es venu faire aux Cannes Lions? C'est quoi? Rencontrer des technologies et des partenaires, c'est ça, pour Kantar Media? C'est vrai que c'est en fait une véritable opportunité d'être ici à Cannes pour les Lions, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons et principalement des Américains. Et c'est vrai que dans le métier de Kantar Media, de plus en plus, on a besoin de partenaires, de nouvelles technologies pour suivre au plus près en fait, toutes nos estimations digitales. Et nos partenaires sont principalement basés aux États-Unis. On les voit durant l'année, mais souvent par Teams, ce qui n'est pas forcément une bonne solution pour échanger et collaborer. Et donc là, à Cannes, c'est l'occasion de les voir en face à face et de discuter avec eux. Et en fait, en général, c'est là qu'en fait, on fait évoluer nos deals, parce qu'en fait, c'est un environnement qui est très favorable et plutôt positif. L'intelligence artificielle est partout. Elle transforme peut-être énormément, enfin très certainement votre métier de veille publicitaire, pitch publicitaire, de mesure. Qu'est-ce qui a changé sur ces derniers mois, ces dernières années, justement grâce à l'IA, dans votre façon de collecter, d'interpréter les données? Donc c'est vrai que l'IA pour nous, moi je dirais que c'est une véritable opportunité. Parce que c'est une révolution, c'est une révolution tranquille, hein, parce qu'on ne change pas tout du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'on a depuis 2 ans, 3 ans maintenant intégré l'IA dans nos process et on utilise l'IA. C'est quelque chose en fait qui est important dans notre métier de suivre. C'est une opportunité pour arriver à aller plus vite, mais il y a surtout un sujet qui est très important pour nous, c'est que je parle souvent de digital, de la mesure du digital, et il faut savoir que sur le digital, on a énormément de création publicitaire, d'insertion publicitaire, les volumes sont juste incroyables, et sans technologie et sans IA générative, c'est pratiquement impossible. Ce serait impossible pour nous de traiter autant de données. Donc finalement, l'IA arrive à un moment où on a beaucoup plus de volume. Donc ça nous permet d'absorber ces volumes et de pouvoir les qualifier, les codifier beaucoup plus facilement. Mais c'est un process qui se fait progressivement, parce qu'en fait l'IA, déjà on la teste, il faut l'intégrer dans nos process, dans nos outils. Donc c'est un process qui est relativement long. Donc c'est pas un choc de culture, c'est une transformation, je dirais, normal qui se fait dans notre métier. La demande de vos clients, c'est d'aller faire de la veille sur un maximum de plateformes. Vous aviez annoncé notamment tout un tas de réseaux sociaux, notamment TikTok. Et là, vous annoncez l'arrivée de la veille sur LinkedIn et bientôt sur un autre segment, le e-retail média. Tu peux nous en dire plus? Donc c'est vrai qu'en fait, on complète notre veille digitale d'année en année. Donc en général, c'est quand même des investissements que l'on fait chez nous qui sont relativement importants et que l'on prépare, et je vois par exemple pour le e-retail média, c'est quelque chose que l'on prépare depuis 2 ans, parce qu'en fait la première étape, c'est de trouver les bonnes technologies, les bons partenaires pour arriver à estimer cette pression publicitaire sur le e-retail média. Donc on travaille depuis 2 ans sur le sujet, et à partir du mois de septembre-octobre, je dirais, eh bien, en fait, on aura les premières données disponibles sur le e-retail média. On va voir en fait quels sont les annonceurs qui communiquent le plus sur le e-retail, et c'est vrai que c'est une veille, une mesure qui sera unique en son genre, puisqu'on sera sûrement les premiers à pouvoir proposer ce type de mesures publicitaires. Et LinkedIn aussi, on les a vus ici, ils sont extrêmement présents, et on voit qu'aujourd'hui dans le B2B, ça a explosé LinkedIn. C'est exactement pour cette raison qu'on a décidé il y a environ 1 an et demi de s'atteler au sujet LinkedIn et d'imaginer l'intégration de LinkedIn dans notre offre digitale, parce que c'est vrai qu'on va retrouver sur LinkedIn beaucoup d'annonceurs B2B qu'on ne voit pas forcément sur les autres leviers de communication. Donc c'est vrai que ça va aussi enrichir notre veille. Donc il va sortir
on va dire au mois de juin, juillet, avec un rétroactif début d'année 2025. Ce sera Donc, intégré au bump, ce sera progressivement intégré au bump et puis en fait dans tous nos produits et nos outils pour traiter la donnée de pression publicitaire. Merci beaucoup Denis. Merci d'avoir été avec nous ici au bord de la piscine du M Gallery ici à Cannes. Et une nouvelle invitée ici depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Poncin, Managing Director France de UTIC. Bonjour. Bonjour François. UTIC, on le rappelle, c'est le système d'identifiant numérique unique créé par les opérateurs télécoms, notamment Orange, Deutsche Telekom. UTIC se positionne comme une alternative souveraine dans l'université de la publicité numérique. Vous avez annoncé récemment, on l'a lu dans The Media Leader, 55 millions d'ID en Europe. Ça fait 2 ans, je crois, que UTIC a été lancé. Est-ce que tu peux nous faire un point sur l'avancée de ce grand projet européen ? Alors, ce n'est plus un projet. Effectivement, on commence à être un adolescent en la matière, puisque 2 ans, c'est une étape. Mais c'est une étape qui est importante. On se rend compte du chemin parcouru avec ces 55 millions d'ID. On vise 100 millions d'ID d'ici la fin de l'année. Donc, avec vraiment une grosse accélération depuis, en fait, que les telcos créent des ID via le Wi-Fi. Ça fait un effet de levier très important. Donc, il y avait le mobile, c'est-à-dire, je suis abonné en France de l'un des 4 opérateurs. Oui. Donc voilà, 100% des abonnés. Je me connecte sur un site d'éditeurs partenaires. Il y a Reworld, il y a Le Figaro. On a une centaine de sites aujourd'hui. Et là, ça crée automatiquement un ID numérique anonymisé, mais relié finalement à finalement son abonnement téléphonique. C'est ça, c'est ce qui fait la grande force d'un ID déterministe, stable dans le temps, conforme en termes de privacy. Donc, et maintenant sur le Wi-Fi. Maintenant, depuis octobre en France, donc ça se déploie aussi dans les autres pays. Donc c'est vraiment un effet très accélérateur sur les ID créés par tous les pays. Et donc le sujet, c'est évidemment, vous l'avez fait, réunir tous les opérateurs, ça c'était le départ. Le Wi-Fi, un 4e pourrait nous rejoindre avant la fin de l'année. Voilà, donc ça serait formidable parce que là on couvrirait la totalité des abonnés, quoi. Ouais. Et donc voilà, ça serait vraiment une très bonne chose. Un accélérateur. Et puis il y a aussi implémenter la solution UTIC sur les éditeurs. Et là on en est où aujourd'hui ? Alors on est implémenté sur une centaine de sites aujourd'hui. On a encore annoncé aujourd'hui une signature importante avec le groupe M6 qui va démarrer avec RTL. Et on démarre des conversations justement avec les broadcasters parce que l'enjeu est fort sur la CTV pour eux, pour l'ensemble du marché et pour nous aussi, puisque nous sommes un identifiant qui peut être déployé cross-environnement, cross-device. Donc c'est vraiment les conversations qui commencent maintenant. On a vu quand même qu'il y a des accords, c'est un peu le sujet des Cannes Lions, entre ces grandes sociétés françaises, européennes et les plateformes américaines. On doit y aller ou pas y aller. TF1 a signé avec Netflix sur la diffusion de ses contenus. Comment UTIC peut se positionner par rapport à ce type d'accord, justement, avec les grandes plateformes ? Est-ce qu'il faut y aller, par exemple ? Alors, nous, on est vraiment sur un modèle européen qui se veut justement une alternative puissante, parce que les telcos dans tous les pays, c'est vraiment quelque chose de puissant. Tout le monde est abonné. Voilà, qui mieux que des telcos peuvent finalement rivaliser dans ce secteur, dans cet écosystème. Donc aujourd'hui, nous, on crée une valeur à travers ce que font les telcos, et qui sont d'ailleurs déjà présents dans d'autres secteurs de la publicité. Si on prend la télé adressée en France, ils ont un rôle majeur. Donc aujourd'hui, le sujet des plateformes, c'est pas tant le sujet, c'est justement de se dire, il y a tout l'open web qui est en souffrance, l'open web qui a besoin justement de solutions souveraines comme ce que l'on peut apporter aujourd'hui. Et donc on se situe plutôt face aux plateformes aujourd'hui. Et de toute façon, l'open web a la capacité finalement de rebondir, si tant est qu'en effet ils ont des partenaires qui vont les aider à retrouver de la valeur, à se défendre dans cet univers-là. Le respect de la vie privée, la brand safety, je crois que c'est un des grands sujets ici au Cannes Lions, comme chaque année, mais peut-être encore plus cette année, on va dire. Comment on peut réconcilier justement ce respect de la vie privée, cette brand safety et l'efficacité publicitaire, puisque les annonceurs aussi,
ils veulent que la pub soit efficace. Oui. C'est marrant parce que tu dis réconcilier. En fait, nous, notre vision, il n'y a pas d'opposition. En fait, ça ne s'oppose pas. C'est pas parce qu'on a une approche qui va être privacy qui va finalement nuire à l'efficacité. Au contraire, nous, on part du principe que les utilisateurs ont une vraie défiance par rapport à leurs données personnelles. Ils consentent de moins en moins sur les sites. C'est la CNIL qui produit des chiffres à hauteur de 40%. C'est gigantesque. Ça continue à progresser. Donc, on voit bien qu'il y a une rupture entre l'utilisateur, les marques et toute cette défiance maintenant qu'ont ces utilisateurs. Donc, on part du principe qu'au contraire, si on a une approche éclairée du consentement, c'est vraiment nous, nos piliers, le consentement est la base de UTIC et ça va finalement créer un cercle vertueux pour que les utilisateurs acceptent mieux la publicité, qu'elle soit mieux ciblée. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc, pour nous, c'est vraiment les deux piliers. La privacy engendre l'efficacité parce que des utilisateurs mieux avertis qui ont consenti. Donc, voilà. Vous êtes hyper européen, ces opérateurs européens. Quand on se balade au Cannes Lions, on n'en voit pas beaucoup des Européens. Il y a la RTL Beach, je crois qu'il y a la seule plage réellement européenne. Le reste, c'est que des grandes plateformes américaines, par exemple. Est-ce que justement, sur des événements comme ça, les opérateurs ne devraient pas être un peu plus présents? En tout cas, affirmer un peu plus la place de l'Europe aujourd'hui, qui est quand même le deuxième grand marché occidental. Je pense que ça va arriver, parce que quand on voit ce qui se passe, il y a des gros telcos étrangers qui intègrent qui font des acquisitions en matière de publicité digitale. Donc ça commence à se construire et je pense que dans un an ou deux, on verra vraiment des gros groupes de telcos qui viendront. UTIC, nous, aujourd'hui, on construit. On a ouvert l'Angleterre il y a quelques semaines. L'Italie va ouvrir, donc on va être présent dans 5 pays. On va démarrer également un POC au Canada. Donc voilà, nous, on construit notre empreinte, on fait grossir notre reach, mais je suis d'accord que demain, les telcos auront leur rôle à jouer et leur présence ici. Alors après, je ne sais pas s'ils auront la taille de la plage de Google ou de Meta. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses au niveau des telcos dans le monde et ils font de l'intégration verticale avec beaucoup d'assets en matière de publicité et de publicité digitale. Tu parlais du Canada, vous faites un test, ça veut dire que UTIC pourrait ne pas rester seulement européen, voilà. Ça pourrait très bien aller en Amérique du Nord. Mais tu sais, quand on est dans la tech, il faut quand même être international. On sait qu'effectivement, on a quand même du lourd en face de nous. Donc, si on n'est pas minima, par exemple, les US, ça pourrait être un projet. Tout à fait. Donc, il y a des discussions avec les opérateurs, j'imagine, américains. Ça commence. Mais effectivement, en tant qu'Adtech et avec l'ambition qu'on a, il faut qu'on soit partout. Mais déjà, les 5 pays européens les plus importants sont là. Donc, voilà, on construit et on étend notre empreinte et on est ravis de là où on en est déjà après 2 ans. C'est formidable. Merci beaucoup, Sophie. Merci, je te souhaite François. une bonne fin de Cannes, des Cannes Lions. Merci à toi. Et puis, on se revoit pour l'actualité de UTIC très prochainement. Merci beaucoup. Voilà, et tout de suite, un nouvel invité. Et depuis le M Gallery, à l'occasion de ces Cannes Lions 2025, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue éditorialiste à The Media Leader, Frédéric Roy. Bonjour, voilà, François. Grande carrière au Cannes Lions. Ça fait combien d'années que tu viens ici? Je préfère pas le dire, mais plus de temps que moi, en tout cas. Ouais, on va dire une douzaine, quinzaine, je sais pas. Une douzaine, quinzaine d'années. Avec Énergie Globale et le collectif Jean-Paul, on aimerait bien te demander quel est ton bilan créatif de cette édition 2025 des Cannes Lions. Évidemment, l'idée, c'est de parler un peu d'audio et de musique. Quelles sont les grandes campagnes qui t'ont marqué? On sait qu'aujourd'hui, l'audio et la musique, c'est partout. Même dans la vidéo. Ouais, c'est partout, même dans la vidéo. Alors je vais peut-être être un peu sévère parce que c'est vrai que je vais déjà être sévère pour la France qui arrive jamais, mais vraiment jamais ou quasiment jamais, et c'est malheureusement encore le cas cette année, à dépasser le stade des shortlists dans les catégories audio et entertainment, ce qui est quand même fort dommage parce que je pense qu'en France on est capable de faire des jolies choses. Ensuite, il y a
tout ça s'inscrit dans un bilan général. C'est depuis quelques années et encore plus chaque année, les campagnes primées, les belles campagnes sont des campagnes, je ne vais pas dire pleines de bons sentiments, mais c'est des campagnes qui font bouger les choses, c'est des campagnes qui sont assez impliquées dans la société. Et d'ailleurs en audio, celle qui gagne, c'est Bad Bunny. Et en fait, c'est une réponse à ce discours qu'avait fait J.D. Vance en traitant Porto Rico d'océan de détritus. Et c'est un truc assez génial parce que c'est une playlist sur Spotify dont les titres sont en fait simplement les localisations GPS des lieux remarquables de San Francisco. C'est le chanteur Bad Bunny que je vais être tout à fait honnête, je ne connaissais pas auparavant. Voilà, mais c'est très joli. Mais c'est aussi la capacité de la pub à nous faire découvrir. Ouais. Des grands artistes qui ont émergé grâce à la pub. Ce qui est assez génial, c'est que ça fait ça. Ça fait tout à la fois. C'est pour ça, j'imagine que ça a eu le Grand Prix. C'est que ça fait découvrir un artiste que le reste du monde ne connaît pas forcément. C'est le rôle de la pub. Ça fait découvrir un pays que le reste du monde ne connaît pas forcément. Et accessoirement, ça répond à, disons, une interpellation pour le moins douteuse d'un grand de ce monde, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, ça, c'est assez fascinant. Ensuite, bon, voilà, il y a des tas de choses. Il faut quand même noter que cette année encore, le Brésil est de loin le plus grand, créatif. Il y a quand même un nombre de trucs assez géniaux, mais on va quand même s'accrocher un petit peu sur la France. C'est un truc qui m'a fait vraiment rire. C'est une campagne faite par BETC pour SoFoot, pour la Saint-Valentin. Et l'idée, évidemment, de SoFoot, c'est dire qu'est-ce qu'on fait le soir de la Saint-Valentin quand il y a une grosse soirée de Ligue 1 à la télé et qu'on invite quand même sa copine, sa femme, etc. Et donc, et ça, c'est alors là, pareil, ça coche toutes les cases. En fait, c'est une IA qui a transformé capable de transformer en 5 millisecondes, enfin un temps absolument record, les commentaires de la télé en chansons d'amour. Et si vous avez l'occasion de regarder le case sur YouTube, c'est à hurler de rire. Et tout d'un coup, on entend le but arriver. Malheureusement, c'est une frappe sur le poteau. Enfin bon, c'est complètement délirant, c'est extrêmement drôle. Ça, c'est possibilité de l'IA dans la création. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est l'IA au service de la création. C'est pas juste de se dire on va prendre une IA, c'est juste il y a un sujet, il y a une IA et ça fonctionne comme ça. Et je pense que c'est le gros chiffre par rapport aux dernières éditions, quoi. Eh ben merci Frédéric, en tout cas de nous avoir accompagnés Avec pendant plaisir. ces Cannes Lions. On a vu l'édito au quotidien dans la newsletter The Media Leader Cannes. Voilà, c'était la dernière séquence ensemble pour ces Cannes Lions 2025 sur le bord de la piscine du M Gallery. Et rendez-vous en 2026. Alors. Bien sûr. Merci à tous. Merci.